Alors, comme je disais, bonjour et bienvenue à tout le monde. Bienvenue dans cet univers de l'animation en distanciel. Petite question pour vous. Quand vous pensez animer à distance, quel est le ressenti qui apparaît? Et merci d'activer vos micros pour dire en deux mots quel est le ressenti qui apparaît. J'ai dû, pour ma part, animer en distanciel de façon un petit peu improvisée sur de la formation de formateurs. Mon ressenti a été horrible. Euh, Complètement coupé de mes... Déjà, c'était une nouveauté pour moi de faire de la formation de formateur. Je m'en réjouissais. J'avais toujours souhaité terminer ma carrière de formateur comme ça. Et c'était prévu que je le fasse en présentiel. Et puis, bien sûr, cette saloperie de Covid est arrivée. Et donc, l'organisme qui m'avait proposé ce travail-là m'a demandé si j'étais d'accord de le faire en distanciel. Ça a été juste horrible parce que c'était du distanciel synchrone avec les difficultés de connexion des uns et des autres. Ça a fait ressortir la fracture numérique. L'absence de contact, pour moi qui suis un animal social, impossible d'observer ma salle, de voir si les gens s'ennuient ou autre, du bruit électronique en permanence. Autant une visio comme celle à laquelle on va participer tous ensemble, qui dure 1 heure et demie, même 2 heures, de temps en temps, c'est bien. Mais pour moi, c'était juste un enfer. Juste Ok, un enfer. merci beaucoup, Marc. D'autres ressentis? Et c'était pas une blague quand j'ai dit en deux mots. Vraiment en deux mots. Non, 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 excusez-moi, je suis très bavard. Excusez-moi. Tout le monde m'entend? Oui. Ouais. Pour moi, je dirais interaction ludique. Interaction ludique. Super, merci beaucoup, Mélanie. D'autres ressentis? Pour moi, j'ai jamais fait, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok, super. Ce serait pareil, pourquoi pas, parce que je n'ai jamais fait, donc à étudier. À étudier. Ok. Moi, j'ai suivi des formations à distance avec plaisir et dans un groupe que je connaissais parce qu'on avait d'abord été en présentiel. Donc, il n'y a pas eu la problématique de la mise en contact et de la formation du groupe. Ensuite, en tant que formatrice maintenant, j'ai jamais eu à le faire. Voilà. Sauf, je ne fais que des entretiens. Voilà. Donc, c'est duel, c'est très différent. Merci beaucoup. Donc voilà, beaucoup d'opinions mitigées, de ressentis mitigés, et c'est normal. En fait, la réalité est que finalement, peu importe si on aime ou on n'aime pas, le distanciel, il est là et il est là pour rester. Ce n'était pas tout simplement un épiphénomène Covid, il va faire partie de plus en plus de nos vies. Voilà pourquoi c'est notre rôle en tant qu'animateur de se mettre à la page, de s'outiller, afin de pouvoir offrir à nos participants les meilleures expériences possibles. Donc, en bref, le but de ce petit atelier, c'est déjà de démontrer que le distanciel n'est pas le croque-mitaine, pas du tout, et qu'on peut générer au moins autant d'interactivité, d'apprentissage et de plaisir en distanciel qu'en présentiel. Donc, finalement, le but est de trouver quelques trucs et astuces pour que vous puissiez animer en distanciel avec impact et sans stress. Qui suis-je et qu'est-ce qui me légitime de partager, de parler sur ce sujet? En fait, j'ai une double vie. D'un côté, professionnellement, bien sûr, d'un côté, formatrice et coach, et j'interviens dans ce cadre-là, je m'amuse à intervenir sur comment mieux communiquer, mieux se connaître, mieux gérer ses équipes et son commercial, mieux gérer son temps, apprivoiser ses émotions et, en bref, la relation avec soi-même et avec les autres. Et d'autre côté, avec la casquette de formatrice de formateurs, j'interviens sur des formations de formateurs en présentiel et en distanciel,
Et ensuite, j'accompagne aussi sur quelques modèles très spécifiques, comme le modèle de personnalité DISC et le modèle de gestion de stress. D'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse si jamais vous êtes à la recherche d'un modèle de personnalité à l'intégrer dans vos prestations, à savoir qu'il y aura un atelier découverte pour le modèle de personnalité que nous proposons le 26 octobre à 17h. Si jamais ça vous intéresse, faites-moi un petit signe, je vous enverrai une invitation. Parenthèse fermée. Je disais que je mène une double vie. En fait, je mène même une triple vie. Je suis aussi roumaine, française aspirante. Ça fait 4 ans que j'ai déménagé en France. Donc, ça fait 4 ans depuis que j'écorche la langue française avec grand succès. Et c'est ma vie de nomade, même avant je voyageais beaucoup, donc c'est ma vie de nomade qui a fait que j'ai découvert le distanciel. J'ai dû intégrer en fait mes prestations même à distance. Et la manière dans laquelle j'ai appris, ça n'a pas été des plus simples, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas autant d'informations qu'aujourd'hui sur ce thème. Donc, voilà pourquoi ça me fait plaisir de partager avec vous quelques-uns de ces trucs et des astuces que j'ai découverts pour que votre voyage soit un peu plus simple, un peu plus serein. Plus concrètement, qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui? Sur quoi on va se concentrer? Vous savez très bien qu'en termes d'animation, il y a plusieurs types d'interventions qu'on peut avoir, même en ligne. Donc, on peut parler de coaching individuel ou d'équipe, des webinaires, des tutoriels, des formations. De toute cette liste, on va se concentrer plutôt sur les animations de type formation. Et en ce qui concerne les formations, on va avoir d'un côté les formations asynchrones, ce qu'on appelle le e-learning. Voilà, vous connaissez très bien les plateformes de type LinkedIn, Learning, Coursera, donc les plateformes où on trouve déjà les formations et avec un code d'accès, on va y accéder. Et on a les formations synchrones, ça veut dire les formations où tout le monde est connecté en même temps et les stagiaires vont avoir accès en temps réel aux formateurs. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur les formations synchrones. Plus concrètement, nous allons aborder des aspects qui tiennent de comment assurer l'interactivité dans la formation à distance. Donc, on va voir les 6 gestes possibles en Zoom liés à l'interactivité. On va regarder un tout petit peu la relation qu'on a avec la formation digitale et peut-être les convictions limitantes qui nous empêchent d'avancer. En quoi l'expérience en digital est-elle différente par rapport au présentiel, parce que, avec le but de trouver bien sûr des solutions, parce que sinon on va rester dans le « ah, mais c'était mieux en présentiel » et ça ne va pas nous aider trop à avancer. Quelques exemples de plateformes et d'outils disponibles. Et en ce qui concerne les questions et les réponses, il n'y a pas de session spéciale à la fin, donc faites-les venir plutôt au fil de l'eau. Je vais faire de mon mieux de répondre et qu'on trouve ensemble des solutions. Alors, comment cela vous semble? C'est bon? Ok, super, merci beaucoup. Et alors, avant d'entrer effectivement dans le sujet, j'aimerais savoir où en êtes-vous par rapport à la formation à distance? Raison pour laquelle je vais lancer tout de suite un tout petit sondage. Vous devrez l'avoir déjà sur votre écran. Il y a 2 questions. Déjà, avez-vous déjà animé des formations en ligne avec 4 options de réponse? Et là, vous avez un choix unique. Et ensuite, quelle plateforme avez-vous déjà utilisée? Ce qui m'intéresse, c'est plutôt en tant qu'animateur. Plus en tant qu'animateur et moins en tant que stagiaire. Parce que l'expérience, on le sait très bien, ce n'est pas la même de conduire la voiture ou d'être un passager dans la voiture. Bien sûr que vous n'êtes pas obligé de répondre, mais comme vous êtes si gentil, vous allez le faire. Ok.
je vois que presque moitié d'entre vous, vous avez répondu, donc on attend encore quelques petites secondes. Ok, voilà, tout le monde n'a pas répondu encore, mais j'imagine que tout le monde ne peut pas le faire. Donc, je vais arrêter et partager avec vous les résultats. Avez-vous animé déjà en ligne? Je vois que la grande majorité, vous êtes entre non, mais je veux débuter, ou vous avez essayé, mais vous trouvez que vous avez encore besoin d'informations. Il y en a entre vous qui disent que vous débrouillez assez bien, donc on va compter sur vous de partager vos expériences et les belles conclusions que vous avez tirées. Et pour la plateforme, comme je m'attendais, c'est Zoom qui gagne assez détaché. Donc, sinon, un peu de WebEx, Adobe Connect, GoToMeeting, Teams. Autre, si vous me dites autre, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous utilisez comme autre plateforme? Et aussi aucune. Moi, j'ai beaucoup utilisé Microsoft Teams qui m'était imposé. Mais Zoom me plaît beaucoup plus, c'est beaucoup plus fluide. Oui, effectivement, en tant que plateforme, ils n'ont pas été conçus dans le même but. Oui. Et Teams, c'est complexe de prise en main. Oui, parce que Teams répond à beaucoup d'autres besoins et pas forcément aux besoins de formation, tandis Oui. que Zoom, il est plus approprié, effectivement. Merci beaucoup. Moi, j'utilise Meet. Voilà, moi, je fais que des entretiens en visio, mais j'utilise Meet parce que c'est très facile d'accès pour les gens. Ils n'ont pas besoin de télécharger. Effectivement, pour les rendez-vous à deux, où on ne fait pas nécessairement de partage d'écran, où on ne veut pas créer des activités, Google Meet, ça peut suffire. Effectivement, je suis complètement d'accord. Là, vu qu'on parle de formation, ça va être un autre animal. Et alors, l'approche que je vous propose, c'est plutôt une approche immersive. Ça veut dire quoi concrètement? Je vais vous proposer quelques petites activités. Dans ces activités, on va utiliser des gestes en Zoom et ensuite, on va se mettre dans la position méta pour voir concrètement comment j'ai fait ce que j'ai fait. Le but, de nouveau, c'est que vous puissiez le faire à votre tour. Donc, bref, je vous invite à 1h30 d'échange, de jeu et de partage en toute convivialité. Ne me laissez pas partir dans un discours descendant, ce n'est pas ça le but. Donc, merci de m'aider à ce qu'on crée ce petit atelier ensemble. J'aimerais savoir, donc déjà, vu qu'on vient juste d'utiliser les sondages, est-ce que vous savez comment on utilise les sondages en Zoom? Est-ce que vous voulez savoir comment on les utilise? Ouais. OK. Alors, déjà, information utile, l'option créer des sondages, on ne l'a pas forcément, elle est disponible seulement quand on a un abonnement payant. Donc, pour les abonnements gratuits, ce n'est pas disponible. Et aussi, on va la trouver en tant qu'option quand on a le statut d'animateur d'un entretien. Donc, en ce moment, même si vous avez un abonnement payant, si vous la cherchez chez vous, vous n'allez pas la trouver et c'est normal. Et alors, concrètement, comment on fait? Dans la barre à outils, il y a une seule barre à outils en Zoom. On cherche l'option polling si vous l'avez en anglais, sondage si vous l'avez en français, ce qui va nous ouvrir une petite fenêtre avec Add a question, ajouter une question. Voilà, dès qu'on appuie sur ça, on a la possibilité d'insérer notre question. Donc, vous avez un endroit pour saisir le titre du sondage, un endroit pour saisir votre question, et vous voyez qu'en termes de possibilités, vous avez deux choix, choix unique, notre première question du sondage, c'était un choix unique, ou choix multiple. Donc, même dans le cadre du même sondage, on peut mettre des questions
avec une différente type de réponse. Une fois qu'on a intégré, on a inséré la question, vous avez la possibilité ou d'ajouter une autre question, et vous voyez que vous pouvez aller jusqu'à 10, ce qui est largement suffisant parce que Zoom n'est pas fait pour créer des quiz super longs et ennuyants, donc 10, ça suffit largement. Vous pouvez ou ajouter une autre question, ou sinon tout simplement enregistrer, et voilà, votre petit quiz, il est fait. Tout ça, on le fait bien évidemment en amont de notre session. Et le moment où on démarre notre session, de nouveau, on appuie sur sondage et lancer le sondage. Et ça, c'est tout. Y a-t-il des questions? Comme je disais, chaque fois qu'il y a des questions, vous pouvez tout simplement activer le micro et le dire de vive voix. Sinon, je vais interpréter le silence collectif comme tout va très bien, j'ai été tellement claire. Vos explications sont très claires, effectivement. Et super, merci. Alors, on continue. Et cette fois-ci, j'aimerais savoir de votre part, je vais réactiver, je vais repartager l'écran. Jusqu'à ce que je le repartage, petite question. À votre avis, pourquoi j'arrête le partage d'écran quand on est en train de débriefer, de discuter? À quoi ça sert? L'aspect relationnel, on voit votre visage, on peut lire sur vos lèvres. Ça, c'est très important. Pour moi, je suis malentendant, donc je suis très sensible. Mais sinon, c'est vraiment trop impersonnel, c'est-à-dire une voix lointaine avec juste du texte qui défile. On a presque l'impression qu'on n'a pas besoin du formateur, en fait. Tandis que là, vous Voilà. revenez régulièrement sur le devant de la scène. C'est une façon de montrer aussi que finalement, c'est vous qui avez le lead sur ce qui est en train de se passer. Merci beaucoup, Marc. Donc, ça, c'est une raison. Une autre raison, c'est de faire le démarquage très clair entre un moment où je fais un transfert de savoir-faire et un moment où c'est à tout le monde de parler, de partager, c'est le moment d'un échange. Si vous voulez, si c'est à comparer avec ce qui se passe en présentiel, en fait, ça ressemble au moment où en présentiel, nous sommes debout à présenter quelque chose avec voilà, le presenter à la main et ensuite on s'assoit pour faire le débrief de ce qui vient de se passer. Donc, c'est la même chose. Okidoki. Alors, je vais repartager mon écran. J'aimerais savoir de vous, de votre part, qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous n'aimez pas dans l'animation à distance. Et pour cela, on va introduire un autre geste de Zoom. Je vous prie d'utiliser les annotations. Est-ce que y a-t-il quelqu'un qui ne sait pas comment utiliser les annotations? OK. Y a-t-il quelqu'un qui sait comment utiliser les annotations? Non, alors je comprends que tout le monde veut en savoir. Donc, comment on fait? Vous allez en haut de votre écran et vous cherchez la petite barre verte. Pour certains d'entre vous, il est possible que vous la trouviez plutôt en bas d'écran. Normalement, elle se met en haut d'écran. Donc, la petite barre verte avec, vous voyez, l'écran de Catalina Moiuza. Juste à côté, si vous l'avez en anglais, ça va faire View Options. Si vous l'avez en français, ça va faire Options d'affichage. Et dans la liste déroulante, vous cherchez Annoter. Une fois que vous cliquez sur Annoter, normalement, on vous ouvrira une petite barre à outils. Et de là, vous pouvez choisir l'outil de type texte, l'outil de type dessin, si vous êtes si fort que ça. Et si vous ne voulez pas être comme tout le monde, alors vous allez choisir la couleur dans laquelle vous écrivez ou vous dessinez. Alors, est-ce que c'est trouvé?
Oui, non. Ça va être un peu difficile de vous aider si vous ne parlez pas avec moi. Ça fonctionne, parfait. Maintenant que vous avez trouvé comment ça fonctionne, montrez-moi que vous avez trouvé aussi la gomme pour effacer. Et on va se mettre sur… Je trouve pas, moi. Est-ce que vous êtes sur un ordinateur? Oui, 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 oui. OK. Donc, de nouveau, en haut de l'écran, vous devez avoir une petite barre verte. Moi, j'ai une petite barre verte qui me marque que vous voyez actuellement d'écran de Parfait. Catalina. À Pareil. côté, Ah, option d'affichage. option d'affichage. Ah, Voilà. ça y est. Et annoter. Oui, c'est ça. Alors, moi, j'ai pas- D'accord. D'accord, ça y est. C'est bon. Pour moi, dans l'option affichage, il n'y a pas le mot annoter. Moi, j'ai Est-ce que, annoté, mais il est pas actif. est-ce que vous avez… donc, de chez moi, il n'y a rien à changer parce que si il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont pu annoter, c'est que de chez moi, je n'ai rien interdit. Alors, est-ce que vous avez téléchargé l'application Zoom? Je Oui. crois que oui. Oui, oui, bien Oui. sûr. Parce que Oui. si vous n'êtes pas sur l'application Zoom, mais vous êtes en ligne, alors ça ne va pas fonctionner effectivement. Ah, d'accord. OK, donc il est possible que vous soyez en ligne. Par contre, Harry, désolé, de chez vous, il y a un gros bruit, donc je vais couper votre micro. Si jamais vous pouvez fermer la fenêtre ou ce qui fait le bruit Comment on venir, fait pour ça va gommer? m'aider. Comment on fait pour gommer? Parce que j'ai la gomme, mais ça gomme pas. Alors, ben voilà, vous appuyez tout simplement sur Eraser ou gomme et vous cliquez sur ce que vous avez écrit ou sinon, c'est aussi l'option, voilà, Undo, juste à côté de Format. Il y a aussi ça. Oh, le joli bonhomme. Et sinon, au pire des cas, voilà, je peux activer le muscle de l'animateur et effacer pour vous. À savoir que, comme vous pouvez le voir, c'est une démocratie assez limitée. Donc, je reviens. Merci d'écrire sur mon écran à gauche ce que vous aimez à l'animation à distance, à droite ce que vous n'aimez pas. Et pendant ce temps-là, je réitère ma petite demande. Si ceux d'entre vous qui n'ont pas activé leur caméra, si vous pouvez le faire, ça va me faire vraiment plaisir de vous voir. En même temps, bien sûr, je peux comprendre, surtout pour les garçons, si vous n'avez pas fini votre maquillage. Je ne vais pas insister. Donc, si vous voulez écrire, prenez plutôt l'outil texte. Ça ne va pas trop marcher avec l'outil dessin. Ça va être vraiment trop difficile. Sauf si vous avez une tablette graphique, et là, c'est une autre histoire, mais en manque de ce genre d'outils, c'est mieux de prendre l'outil texte. OK, donc je vois jusqu'à maintenant sympa, pas mal, ludique, pratique. J'imagine que vous avez déjà découvert le fait qu'une fois que vous appuyez sur Enter, vous ne pouvez plus intervenir sur ce que vous avez écrit. Ah, c'est ça. Okay. Donc, voilà pourquoi on ne va pas être pointilleux avec les fautes de grammaire et rien de tout ça. On comprend qu'on ne peut plus corriger. Je vois qu'il y a quelques messages sur le chat. Pour tout ce que vous avez comme intervention, tant que possible, merci de prendre plutôt la parole à vive voix parce que ça va être un peu difficile de suivre à la fois le chat et
et animé. Mais bien sûr, si ce n'est pas possible pour vous, je vais regarder de temps en temps le chat aussi. Ok, alors, pour vous, je n'aime pas, vous me mettez manque d'humanité, problème de connexion. Super. Maintenant, je vous prie de lire ce que les autres ont écrit. Et en choisissant l'option marquage, c'est toujours une annotation, donc ne le cherchez pas ailleurs. De là, vous allez pouvoir choisir des petits cœurs, donc marquer d'un cœur les affirmations avec lesquelles vous êtes d'accord. Vous pouvez barrer d'un X les affirmations avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord ou un signe d'interrogation pour les affirmations pour lesquelles vous ressentez le besoin d'avoir un peu plus de précision. Ah, ok, je vois qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord que le distanciel peut être ludique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui, c'est moi. Vous m'entendez? Oui. Oui, c'est pas ludique de la façon dont j'ai pu le vivre, c'est-à-dire plonger, sans préparation dans du distanciel synchrone, c'est pas ludique du tout, c'est super stressant. Alors maintenant, je veux bien avec de la préparation, avec une connaissance des outils, etc. Oui, mais en plus, là, je parle pour Teams. Teams, c'est juste une horreur. C'est long, c'est lent. J'avais des problèmes de connexion avec mes stagiaires qui, eux, ne parvenaient pas à se connecter et qui me faisaient des trucs de larmes parce qu'ils n'arrivaient pas à se connecter. Non, ce n'était pas ludique. Ok, donc l'expérience que vous avez eue, ce n'était pas ludique, je comprends. Non, non, non. En Non, fait, mais- je dirais que la vérité est entre vous deux. Le distanciel n'est pas ludique en soi, a priori, il n'est pas ludique, mais c'est à nous de le rendre ludique et on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir le rendre ludique. Voilà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous essayez, si vous voulez continuer à mettre des petites annotations sur mon écran, ça ne marche plus. Pourquoi, à votre avis? Vous avez verrouillé. Voilà, c'est verrouillé. Pourquoi? Parce que je suis méchante et je vous ai enlevé le droit d'annoter sur mon écran. Pourquoi je fais ça? C'est simple. Si on veut clôturer une activité de ce type-là, alors le premier geste à faire, ça va être d'enlever le droit d'annoter parce que sinon, on va continuer à se retrouver avec des petits cœurs sur l'écran. Et c'est la manière dans laquelle on va signaler, écoutez, on s'arrête là et on passe à autre chose. Et concrètement, à quoi on passe? Va avoir qu'est-ce qu'il y a à faire quand on utilise les annotations en tant qu'animateur. Donc là, je vais essayer de continuer ma présentation et voilà ce qui arrive. Vos belles annotations nous accompagnent. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles ont été mises sur mon écran. Donc, peu importe ce que je mets comme support, elles vont rester là. Voilà pourquoi il est nécessaire de faire quelques petits gestes pour qu'on puisse continuer. Que je vais faire tout de suite. Voilà. Et ensuite, on va expliquer. Donc, après ce qu'on a clôturé l'activité, on va révoquer le droit d'annoter. Comment on fait ça? Tout simplement, dans la barre à outils, on cherche l'option « Enlever le droit d'annoter ». On clique sur ça. Ensuite, il est nécessaire de sauvegarder et d'effacer les annotations.
comment on fait? La même barre à outils des annotations, on appuie sur Save ou Sauver et Effacer après. Si jamais on n'est pas si certain de l'endroit où les informations qui sont sauvegardées, où est-ce qu'elles vont sur votre ordinateur, alors pour être vraiment certain, vous pouvez faire aussi une petite capture d'écran. Et de cette manière, vous savez que vous allez retrouver les informations sur votre bureau. Voilà. Dites-moi s'il vous plaît si jusqu'ici, il y a des questions pour les annotations. Aucune. Ok. Aucune. Super. Dans le même cadre de facilitation en groupe, en grand groupe, alors vous pouvez utiliser aussi le tableau blanc. Comment vous le faites? Tout simplement en appuyant sur partage d'écran, ou si vous étiez déjà dans un partage d'écran, ça va devenir new share ou nouveau partage. Et de là, vous choisissez l'option whiteboard ou tableau blanc. Ça va vous remplacer effectivement le paperboard du présentiel. Voilà, avec l'avantage, donc comme je vous disais, il n'est pas vraiment le croque-mitaine, il y a beaucoup de choses qui sont encore mieux. L'avantage en distanciel avec un tableau blanc est qu'on peut rajouter autant de feuilles qu'on peut, sans se soucier si on a assez de feuilles. Et les informations, ça se sauvegarde de manière automatique. Et on va les retrouver dans le dossier Zoom. Donc, tout ce qu'on écrit sur le tableau blanc dans le cadre d'une session, ça va se sauvegarder automatiquement. Donc, c'est fini avec prendre des photos, des paperboards. Voilà. Donc, on a vu déjà 3 gestes à faire, les sondages, les annotations et l'utilisation du tableau blanc. Est-ce que ça va jusqu'ici? Oui. Ouais. Super. Alors, quand on parle du passer au digital, de passer à animer en ligne, bien sûr qu'il y a plusieurs choses qui vont être nécessaires. La première, ça va être de la maîtrise des outils. Quand je dis des outils, c'est qu'il y en a plusieurs qui vont être nécessaires. Donc, on va avoir besoin d'au moins la bonne maîtrise d'un outil de visioconférence, de préférence Zoom, mais bien sûr, ce n'est pas le seul outil. Et d'ailleurs, c'est bien d'avoir au moins un outil en termes de plan B. Mais il s'agit aussi des outils qu'on va intégrer pour assurer la collaboration. Et là, on peut parler des outils de type board, genre klaxon, genre concept board. On peut ajouter des outils pour faire des créations interactives, genre Mentimeter, on va en voir un peu plus tard. On peut rajouter des applications très simples à la base des post-it, tout simplement, ou on peut rajouter même des applications un peu plus complexes, genre Coltrane, qui vont nous aider à créer nous-mêmes nos propres activités. Donc, franchement, il n'y a vraiment pas de limite dans ce qu'on peut faire. Donc, la première chose, ça va être effectivement de maîtriser ces outils parce que c'est pareil comme quand on commence à conduire, ça va être un peu difficile de faire attention aux signes de la circulation et aux piétons si on ne maîtrise pas la voiture elle-même. On démarre déjà par comprendre comment la voiture elle fonctionne et à savoir conduire concrètement. Et ensuite, c'est après qu'on aura l'énergie de voir les réactions des stagiaires, pouvoir adapter et tout ça. Ensuite, il s'agit de transformer le contenu et les jeux pédagogiques. Autrement dit, ce n'est pas consommer devant Zoom et qu'on essaie de faire exactement ce qu'on faisait en présentiel. Ça ne va pas marcher. Donc, ce n'est pas une surprise si ça ne marche pas parce que ça ne peut pas marcher tout simplement. Ça va être nécessaire de transformer vraiment toute sa pédagogie pour que ce soit approprié pour le distanciel.
Ensuite, il y aura besoin d'un changement de posture. Ça veut dire quoi concrètement? On ne va pas faire l'autruche, on ne va pas dire que l'écran n'est pas là. Il est là. Et oui, effectivement, on peut le voir comme une barrière ou on peut réfléchir en termes de comment je peux franchir cette barrière et créer en fait, cet environnement de on est tous là, à même endroit, ensemble. On a vraiment envie de partager, on a vraiment envie de donner un tout petit peu de soi. Et même si c'est chacun c'est chez soi, en fait, on est tous ensemble dans le même endroit. Donc, c'est ça ce que je veux dire par changement de posture. Comment j'apprivoise le distanciel, comment j'intègre les blancs et comment je fais de manière que tout le monde puisse participer et que tout le monde et de créer ce climat de confiance, de convivialité qu'on réussit à créer en présentiel. Voilà. Et ensuite, c'est aussi une question de gagner en efficacité. Autrement dit, vu que déjà tout ce que je dis, ça demande beaucoup de travail, comment on fait ce genre de travail de manière qu'on puisse le réutiliser pour d'autres formations? Parce que si on a fait le travail de préparation d'une formation pendant une semaine pour une animation d'une journée et tout s'arrête là, alors il va devoir facturer à notre client le travail d'une semaine et personne ne voudra ça, ça c'est clair. Et alors, comment on gagne en efficacité de manière à réutiliser le travail qu'on a fait? Est-ce que ça a du sens? Oui, ça a du sens. Ça m'évoque le travail par module que j'utilisais moi, pour créer des supports même en présentiel. C'est des blocs qu'on peut articuler entre eux et réemployer. Comme on a le même format de base, c'est comme si on avait des Legos en fait. Voilà, exactement. On peut pas Exactement. mélanger les Legos et le mécano. Par contre, on peut mélanger les Legos entre eux. Exactement, c'est ça le principe. Donc, en bref, c'est vraiment adapté sur tout son procès de formation. Et alors, voilà pourquoi, ça va être juste une toute petite parenthèse, voilà pourquoi nous avons conçu une formation qui répond effectivement à la transition de tout ce process. Bien sûr qu'elle ne démarre pas le 22 septembre, désolé, j'ai oublié échanger, en fait, elle démarre le 10 octobre. Bref, le format est de 7 sessions de 2h30 avec un travail intersession. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas ce genre de travail, alors ça ne va pas être possible d'intégrer effectivement tout ce qu'il y a à faire. Et en termes de contenu concret, dans la première session, on se préoccupe du processus de la formation, des objectifs, du séquençage et en termes d'outils, on se concentre sur Zoom. Deuxième session, matériel technique nécessaire pour qu'on puisse vraiment avoir des sessions réussites. Et ensuite, comment adapter le contenu et un autre outil qui nous aide à créer du contenu interactif. Cette fois-ci, la troisième session, adapter les jeux pédagogiques et un autre outil qui nous permet, un outil très simple de type post-it, le moment où on n'est pas capable de faire rien d'autre, alors ça, tout le monde pourra l'intégrer. Quatrième session, animer en virtuel avec la nouvelle posture, comment vraiment obtenir l'adhésion, l'engagement de tout le monde et comment transmettre les informations de manière à utiliser à la fois les canaux visuels, auditifs, kinesthésiques, surtout kinesthésiques. Voilà, et avec un autre outil, cette fois-ci un outil de type board. Cinquième session, le flux de la communication et les outils d'annotation avec au moins un outil d'évaluation, excusez-moi, et avec au moins un outil pour faire l'évaluation formelle. Sixième session, celle que j'aime le plus, mise en pratique et retour. Donc,
c'est la place des stagiaires de travailler et moi de m'amuser. Donc, vous pouvez comprendre pourquoi c'est ma préférée. Et la 7e, en fait, c'est après 1 mois ou 2 mois, après avoir mis en pratique effectivement le tout, c'est la session où on se revoit pour voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et trouver des solutions pour ce qui n'a pas fonctionné. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Si vous voulez en savoir plus, on peut parler à la fin. Sinon, on continue avec notre atelier et je vous propose pour démarrer, surtout pour ceux qui, si vous êtes en début de chemin, pour démarrer vraiment du bon pied, je vous propose de vous répondre à quelques questions. La première, quel est mon style en tant qu'animateur et quels sont les besoins qui en résultent? Quels sont mes besoins en tant qu'animateur? Pourquoi c'est important de savoir tout ça? Parce que si je ne prends pas conscience de mon style et mes besoins, alors je vais me retrouver effectivement un manque de choses quand j'anime. Je ne vais pas être à l'aise et quand on n'est pas à l'aise, alors c'est un peu difficile de donner de l'énergie et de créer cette atmosphère de convivialité dont je parlais. Et alors, comme exemple personnel, mon style, c'est plus dans la facilitation et moins dans la transmission d'informations descendantes. Donc, j'ai besoin d'un retour constant. Aussi, j'ai le besoin, j'utilise beaucoup le canal visuel, donc je vais avoir besoin de voir les stagiaires. Sinon, c'est pas que je peux pas, mais je consomme le double d'énergie. Donc, en prenant conscience de tout ça, alors je fais des efforts à ce que les stagiaires aient les caméras activées. Je crée le cadre pour qu'ils puissent vraiment participer. Et voilà, ça m'aide à me charger avec leur énergie pour que je puisse continuer à leur donner le niveau d'énergie nécessaire. Deuxième question, quelles sont mes convictions par rapport à potentiellement limitatives par rapport aux formations en ligne? J'entends beaucoup de fois de ce n'est pas possible de, je ne peux pas. Et alors, pour vous, est-ce qu'il y en a peut-être ce genre de conviction? Parce que ça peut vous empêcher d'avancer. Troisième, quel est mon niveau en ce qui concerne les compétences digitales? On n'a pas tous le même niveau et c'est absolument normal. J'ai accompagné des personnes qui avaient tout simplement besoin d'un peu de conseils sur le transfert des jeux pédagogiques, donc de la posture de la pédagogie. Et il y avait aussi des personnes qui n'avaient jamais créé un PowerPoint de leur vie. Donc, voilà, on ne part pas du même niveau et c'est normal. Par contre, ça va être à vous de faire l'inventaire de ce que vous avez déjà en termes de compétences informatiques et qu'est-ce qu'il est nécessaire d'acquérir. Parce qu'on ne peut pas se mettre en ligne, c'est évident, avec un minimum de compétences informatiques. Et vu qu'on a fait une petite analyse de nous-mêmes, alors on va passer vers se demander en termes de nos clients, quelles sont les convictions de mes clients par rapport à la formation à distance? Est-ce qu'ils sont convaincus? Est-ce qu'ils sont encore réticents? Parce que ça ne va pas être la même chose de vendre une formation à distance à quelqu'un qui est déjà convaincu ou de devoir le convaincre des bénéfices d'une formation à distance. Est-ce que je suis claire? Oui, tout à fait. Ouais. Alors, voilà ce que je vous propose. On va faire d'une pierre 2, voire même 3 coups. Vous allez partir dans des groupes de partage et vous allez échanger sur ces questions. Donc, de cette manière, vous allez pouvoir la possibilité d'expérimenter les groupes de partage, de vous interroger déjà un tout petit peu sur ces questions et à votre retour, on va voir comment on crée les groupes de partage. Freddy, à vos souhaits. Alors, ce que je vais faire est que j'arrête juste un tout petit peu le partage d'écran. Je vous enverrai un petit PDF avec le slide qu'on vient juste de voir.
Voilà, il est là. Donc, allez, s'il vous plaît, en conversation et vous avez tout simplement à télécharger le petit PDF. Et si jamais vous n'arrivez pas, peu importe pourquoi, alors on passe au plan B. Ça veut dire faire une capture d'écran de mon écran. Je repartage tout de suite mon écran. Voilà, donc la manière qui fonctionne pour vous, ou aller en converser pour chercher le document, ou faites une capture d'écran de ce qui s'affiche sur mon écran. Et moi, entre-temps, je vais préparer les groupes de partage. Voyons combien vous allez être 2 ou 3 par salle, donc 6 salles, et vous allez discuter pendant 8 minutes. OK. De mon côté, moi, je suis prête. Dites-moi, s'il vous plaît, si vous avez l'information, le document ou la capture d'écran. Oui, c'est bon pour moi. Oui, c'est bon. C'est bon? Parfait. Alors, avant que je démarre les groupes de partage, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que vous avez compris de ce qu'il y a à faire pour nous assurer qu'il n'y aura pas de temps perdu? Eh bien, on va se retrouver donc en petit comité pour échanger sur tout ce que vous venez d'évoquer. Et ensuite, on se retrouvera pour un débriefing collectif. Super, merci beaucoup. Si jamais vous avez besoin de mon aide, peut-être qu'il y a des chances que vous vous retrouviez seul dans la salle, vous avez besoin de mon aide, vous allez avoir un bouton avec demander de l'aide, vous appuyez sur ça et moi j'arrive dans la foulée. Si vous vous égarez, peu importe pourquoi, on va vous sortir de la petite salle, c'est pas grave, vous appuyez de nouveau tout simplement sur le lien de connexion que vous avez utilisé en début de session. Ça va vous amener dans la salle principale et moi, je vais vous envoyer de nouveau dans la petite salle. Alors, amusez-vous bien. On se revoit en 8 minutes. J'ai pas de lien là. Excusez-moi, je n'ai pas compris. J'ai pas de rentrer dans la salle numéro 1, numéro 2. Ah non, c'est parce que je ne les ai pas ouvertes. Ah d'accord. C'est maintenant que je vais le faire. OK. Le but, c'est que vous activiez les micros et que vous discutiez entre vous. Sinon, ça va servir à rien. Est-ce que vous m'entendez? En ce moment, vous avez les micros coupés. Le moment où on passe d'une salle à une autre, les micros sont coupés automatiquement. Et là, ça marche? Là, ça marche. Ah, c'est formidable. Vous revoilà, bien Nous revoilà. revenu. Nous revoilà. Nous revoilà. Comment c'était? On n'a pas pu finir toutes les questions. Je pense que personne n'a pu finir.
Je Non, nous, t'ai avoué on a plus échangé que répondu aux questions, en fait. On a Oui. échangé sur Oui. notre posture de formateur à distance, sur les outils, etc. Bah, tant que c'était lié au sujet quand même, alors je me déclare Tout à fait. contente. Tant que vous n'avez pas échangé sur les dernières chaussures et ça, Non, quand même, pas du ça va. Plutôt sur nos expériences. Ok, ok. Et oui, effectivement, je suis d'accord, le temps ne suffit jamais, mais surtout dans ce genre de format très, très court, on est bien d'accord que quand on est dans une vraie formation, alors on va calibrer vraiment le temps nécessaire pour chaque type d'échange. Voilà, mais là, c'était plutôt pour démontrer que c'est possible, qu'on peut faire exactement ce qu'on fait en présentiel en termes de travail en petit groupe. Vous avez vu, je n'ai pas été déconnectée de vous, je vous ai fait des petites visites, donc voilà. Rien ne manque de ce point de vue en distanciel. Est-ce que vous savez comment créer les groupes de partage? Non. Non, vous voulez en savoir? Ben oui. Ok. Alors, je repartage mon écran. Petite parenthèse, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à tout moment que je fais un geste ou un autre, je vous raconte ce que je fais. À votre avis, pourquoi je fais cela? Parce que ça permet de toucher à la fois des gens qui ont besoin d'entendre et les gens qui ont besoin de lire, les gens qui ont besoin de voir. Tout le monde n'a pas la même capacité d'apprentissage, tout le monde n'a pas le même canal d'apprentissage. Oui, oui, complètement d'accord. Donc déjà, Là, vous faites appel à plusieurs sens différents de vos participants. Là, c'était plutôt par rapport au fait que quand j'ai besoin d'arrêter un partage d'écran, de démarrer un partage d'écran, d'aller chercher une information, le fait que je vous raconte ce que je fais. Le fait Ça sert. de garder la connexion et d'expliquer le blanc, éventuellement. Bah voilà, parce que si on fait une comparaison avec le présentiel, en présentiel, on fait plein de manipulations aussi. On allume le vidéoprojecteur, on déplace le paperboard, on cherche, on ouvre une présentation. Mais la différence, c'est qu'en présentiel, tout le monde voit ce qu'on fait. En distanciel, il y a plein de choses à faire, mais personne ne voit rien. Et alors, quand on raconte, c'est la manière de dire, écoutez, je ne me suis pas plantée, je suis toujours là avec vous, ça va prendre quelques secondes. Non, vous n'avez pas le temps d'aller vous chercher un café ou de câliner le chat. Restez avec moi, ça va prendre vraiment 2-3 secondes. Et le moment où on démarre, bien sûr qu'on a un peu le trac de débutant, donc ça va vous aider à vous calmer un tout petit peu, voilà, de gérer le stress parce que ça va éviter à ce que vous sentiez la pression. Ça prend le temps que ça prend. Mais c'est aussi simple que ça. Donc voilà, cela étant dit, c'est parti, le partage d'écran. Donc, pour les groupes de partage, les discussions en petits groupes, concrètement, de nouveau, c'est une option qui est disponible seulement dans les abonnements payants. Dans les abonnements gratuits, ce n'est pas disponible. Et de nouveau, c'est disponible seulement quand on a le statut d'animateur. Donc là, pour votre statut, vous n'allez pas trouver cette option. Et alors, comment les créer effectivement? Vous cherchez tout simplement l'option groupe de partage dans la barre à outils. On va vous ouvrir une petite fenêtre où on va vous demander combien de salles on veut en créer. Ce qui est un peu contre-intuitif. D'habitude, on réfléchit en termes de combien de participants par salle. Là, c'est combien de salles on va en créer. On va nous faire le calcul automatiquement de combien de personnes on nous met par salle. Donc, c'est parfait pour les personnes nulles en maths comme moi. Et on peut choisir entre créer les salles de manière automatique ou manuelle. Manuelle, c'est qu'on prend personne par personne et on va la mettre dans une salle. Automatique, c'est que le logiciel l'univers fait son boulot. Voilà, c'est ce qu'on a fait avec vous. Et depuis quelque temps, il y a une troisième option aussi que je n'ai pas inclus, la possibilité de laisser chaque stagiaire choisir sa salle. Ça c'est possible aussi maintenant. Ce qui ne se voit pas à l'écran est qu'à gauche, en bas à gauche, il y a une petite roue. Dès qu'on appuie sur ça, on nous ouvre la petite fenêtre d'où on peut mettre les paramétrages
des salles. Et alors, concrètement, c'est de là qu'on peut choisir si les participants peuvent revenir à la salle principale à tout moment, combien de temps on leur donne, est-ce qu'ils vont recevoir une notification avant que le temps s'écoule et avec combien de temps en amont? Je ne sais pas si vous avez remarqué, la notification pour vous, c'était 1 minute avant. Donc, ça permet un tout petit peu au moins, mais il y aura toujours la frustration de on n'a pas fini, mais au moins, ils sont prévenus et ils peuvent finir leur phrase. Le moment où on est content, on appuie sur Create Breakout Rooms ou créer les salles, démarrer les salles. Voilà, et tout le monde part vers les salles d'échange. Ensuite, si on appuie de nouveau sur le bouton groupe divisé, alors on va avoir toutes les salles et on peut tout simplement aller d'une salle à une autre. C'est aussi simple que ça. Et de nouveau, l'avantage par rapport au présentiel, c'est que c'est fini les négociations. Encore 2 petites minutes, on n'a pas fini, laisse-moi encore un tout petit peu. Voilà, quand le temps s'écoule, ils arrivent tous dans la grande salle. Et voilà, c'est fait. En même temps, bien sûr, c'est suffisamment flexible si jamais en vous baladant dans les salles, vous arrivez à la conclusion que le temps, effectivement, n'était pas suffisant parce que peut-être les instructions n'étaient pas suffisamment claires et ils ont démarré très tard le travail, alors vous pouvez tout simplement prolonger le temps. Donc, le moment où le temps s'est écoulé, en tant qu'animateur, vous allez recevoir un petit message et on vous demande, vous clôturez les salles ou vous gardez les salles toujours ouvertes. Donc, rien n'est figé en marbre, en fait. Et même le moment où vous êtes trompé, ça m'est arrivé une fois, j'étais dans un webinaire avec 60 personnes, il y avait des questions qui venaient de partout. Et là, je me suis trompée, au lieu de mettre, dans ma tête, c'était au lieu de répondre à la question dans combien de salles je les envoie, c'était plutôt pour moi combien de personnes par salle, ce qui fait que j'ai divisé 60 personnes en 2 salles. Voilà, et je les ai envoyées à échanger. Donc, ça, c'est le moment où on ferme tout simplement les salles, tout le monde revient et on les renvoie de nouveau. On rigole un tout petit peu et voilà, c'est reparti. Donc, tout ça pour vous dire, pas besoin de stresser, rien n'est irrémédiable, rien n'est grave, tout a une solution de ce point de vue. Dites-moi, s'il vous plaît, s'il y a des questions par rapport à comment on crée les groupes de partage. Non, c'est bon. C'est bon pour tout le monde? Oui. Ok, super. Alors, je vous propose qu'on regarde un tout petit peu en quoi l'expérience digitale est-elle différente par rapport au présentiel avec le but, pas dans le but de pleurer le présentiel, mais plutôt d'en trouver des solutions pour le distanciel. Et alors, concrètement, si vous me voyez regarder de temps en temps à ma droite, c'est parce que j'utilise 2 écrans, ce que je vous conseille de faire vous aussi d'ailleurs. Pourquoi j'utilise 2 écrans? Ça me permet sur l'écran principal, l'écran de mon ordinateur, de vous voir dans toute votre splendeur. Et sur le deuxième écran, j'ai tout ce que j'utilise comme matériel ou comme autre logiciel. Ok, alors, une première différence, je sais que c'est une évidence, mais il est nécessaire de la discuter quand même. Donc, une première différence, c'est le fait qu'il y a une dépendance totale de la qualité d'Internet. En présentiel, on peut s'en passer de plein de choses. En distanciel, sans une bonne qualité Internet, on ne peut rien faire. C'est frustrant, tout simplement, pour tout le monde, et c'est ce que Marc nous racontait d'ailleurs. Et alors, voilà quelques toutes petites astuces. Déjà, si jamais vous pouvez, connectez-vous directement à la box, donc pas un Wi-Fi, mais directement avec un câble à la box. Ça ne va pas changer de manière fondamentale, mais ça va améliorer. Ensuite, prévoir toujours un plan B. Même avec
une bonne connexion. Là, par exemple, où je suis, j'ai de la fibre, donc apparemment c'est bon. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de temps en temps des moments où la qualité n'est pas si bonne que ça, où l'Internet, bon, voilà, il me lâche tout simplement. Et alors, dans ce cas-là, j'ai un forfait spécial pour ça de 60 gigas à côté sur ma tablette et je me connecte automatiquement je transforme ma tablette en routeur en fait, donc j'utilise comme Wi-Fi l'Internet de ma tablette. Et ça, c'est mon plan B. Et ensuite, ça va être nécessaire de vous assurer que les stagiaires de leur côté ont une bonne connexion. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer? Bien sûr, on ne va pas aller chez eux de vérifier, mais il est impératif de mettre ça comme prérequis. Tout simplement. Donc, le moment où on vend une formation à distance, alors l'accès à une bonne passante de la part des stagiaires, ça doit faire partir des prérequis. Sinon, comme je disais, c'est frustrant pour tout le monde, tout simplement. Et ce n'est pas ça le but. OK. Ensuite, une deuxième différence. Ça va être que le cadre, il change complètement. Ça veut dire quoi concrètement? C'est pas la même chose avec laquelle on est habitué en présentiel. Voilà pourquoi il est nécessaire d'envoyer un petit mail avec des indications et avec des demandes comportementales de la part des stagiaires. Donc, on va inclure d'un côté tout ce qui tient des documents, formulaires à lire, à remplir avant la session, le lien pour se connecter, la durée, ça c'est le classique. Ça, j'en suis sûre que vous le faites même si on n'en discute pas. Mais ce que j'aimerais qu'on regarde un peu, c'est plutôt les aspects qu'on prend comme du bon sens, mais ça ne veut pas dire que c'est du bon sens pour tout le monde. Autrement dit, leur demander de se connecter quelques minutes en amont pour avoir le temps de régler les potentiels problèmes techniques. Et ça, c'est pour chaque session. Si on se revoit 10 fois, alors ça va être 10 fois de se connecter un peu en amont parce que on peut avoir des problèmes différents chaque fois. Le casque n'est pas bien connecté, on n'entend pas bien, le micro, je ne sais pas pourquoi, mais il ne marche pas aujourd'hui. Donc voilà, parce que chaque fois qu'on utilise l'ordinateur, en termes de paramétrage, il y a des petites choses qui peuvent changer. Donc, qu'il se connecte un peu en amont, qu'il s'installe dans un endroit tranquille pour qu'il puisse intervenir. Pourquoi c'est nécessaire de le dire? Parce que maintenant, il y a un tel chevauchement de terminologie. On confond un peu formation avec webinaire. Depuis le confinement, on est tellement habitué avec les webinaires, avec beaucoup d'informations descendantes. Et les gens peuvent s'imaginer que voilà, je vais mettre mes écouteurs, je reste là tranquille, je ne dois rien faire, je ne dois pas activer mon micro. Si vous voulez qu'il participe, il faut le communiquer en amont. Écoutez, ça ne va pas être du descendant, je vais avoir besoin que vous participiez. Donc, voilà pourquoi il est nécessaire qu'il vérifie la caméra et qu'il l'active. Je ne vais pas vous dire combien de fois j'ai eu, avant d'introduire ce genre de pratique, combien de fois j'ai eu la réponse, écoute, je ne peux pas activer ma caméra parce que je suis en pyjama. Voilà, et je ne peux rien dire, la personne n'avait pas été avertie du fait que ça va être nécessaire qu'elle mette la caméra. De prévoir de quoi écrire, de prévoir un thé, café, voilà, de l'eau. De nouveau, ça peut paraître du bon sens, mais j'ai perdu tellement de temps en attendant des personnes qui voulaient juste aller chercher un petit crayon ou juste aller chercher un petit verre d'eau. Donc, tout ça, ça se prépare de la même manière qu'on prépare une salle en présentiel. C'est juste qu'il ne faut pas partir sur des suppositions. On va leur demander de faire tout ça avec un mail en amont. Et ensuite, en tout début de session, on réitère. Vous avez vu, je vous ai demandé 2-3 fois d'activer les caméras. Donc, on réitère les demandes. Est-ce que je suis claire jusqu'ici? Parfaitement clair. Est-ce que vous êtes aussi d'accord avec moi?
Il y en Moi, a qui ne veulent pas mettre la caméra. Excuse-moi, Alors, qui Cécile, disent- Il y en j'ai a pas qui ne compris. souhaitent pas mettre la caméra ou qui Ouais. disent qu'ils n'ont pas la caméra ou que ce n'est pas activé ou enfin, ce que je sais. Quoi. Voilà. J'ai Donc, déjà eu le cas. J'ai et- déjà eu le cas, effectivement. Donc, de nouveau, déjà, on fait la différence entre les interventions comme c'est aujourd'hui, un webinaire gratuit où il n'y a pas vraiment un engagement formel. Donc, ça, c'est une histoire. Pour les formations, de nouveau, la caméra fonctionnelle, ça va faire partie des prérequis que je vais mettre pour animer la formation. Ils n'ont pas une caméra, bah, pas de souci, je leur envoie un lien Amazon avec la moins chère caméra possible. Voilà, vous avez encore des jours pour la procurer. Sinon, désolé. Il y a aussi une chose à laquelle j'ai été confronté. Les problèmes de caméra, c'est encore presque rien en comparaison. Moi, j'ai eu des stagiaires qui avaient leurs enfants à la maison. Et dans certains cas, ça posait rigoureusement aucun problème parce que les enfants, papa, maman avaient bien expliqué aux enfants que papa, maman travaillaient, etc., etc. Et dans d'autres cas, obligé de couper le micro systématiquement du participant parce qu'il le laissait et ça criait, ça hurlait. J'avais un participant, il était dans une pièce partagée qui donnait sur la cuisine. On voyait son épouse qui faisait la cuisine derrière lui, on bougeait les casseroles, etc. Ça paraît bête, mais en fait, de la part des Merci. participants, c'est vraiment, pour eux, c'est pas évident. On ne peut même pas leur en vouloir si c'est la première fois qu'ils participent. Bah oui, effectivement. Voilà pourquoi j'ai mentionné le fait de si on a certaines attentes, demandes comportementales, il faut les exprimer. On ne part pas de l'idée c'est du bon sens. Non, on le met tout simplement noir sur blanc et on les envoie dans les mails avant la formation. Voilà. Toujours dans le cadre dans l'idée que le cadre il change. Alors moi, ce que je fais tant que c'est possible, c'est pas toujours possible bien sûr, mais je prévois en amont de la formation, je prévois un petit briefing technique. Excusez-moi. On était là. Un petit briefing technique pour m'assurer que tout le monde est capable de se connecter, d'utiliser les outils que je propose. Et de cette manière, pour se connaître, poser le cadre, parler un peu des objectifs et tout ça, et le moment où on démarre la formation, il s'agit du transfert de savoir-faire, des échanges, et on ne perd pas le temps avec l'aspect technique. Moi, j'arrive pas à me connecter. Moi, je vous entends pas. Moi, je vous vois pas. Moi, je sais pas comment faire pour vous voir en mode galerie. Je vois une seule personne. Moi, je ne trouve pas le chat. Comment faire pour écrire un message? Voilà, tout ça. Si on a 12 personnes, ça suffit qu'il y ait 2 qui n'arrivent rien à faire, jamais, et ça va attarder tout le monde. Donc, de mon mieux, j'inclus ce briefing technique en amont. Quand ce n'est pas possible, bien sûr, il y a des situations où ce n'est pas possible, alors je pars de l'idée que si ma formation, par exemple, disons que je pars sur une formation d'une journée, 8 heures, bah alors je n'ai pas 8 heures, j'ai 7h30. La première demi-heure, je la mets dans mon agenda et dans ma tête sur faire le cadrage technique. Okay. Donc, je fais un partage d'écran Zoom. Voilà comment on voit en mode galerie, comment on voit en mode speaker, comment on fait un partage d'écran, comment on arrête la caméra, comment on coupe le micro, comment on écrit des messages, si on utilise des outils genre Klaxon, Concept Board, Mentimeter, voilà comment on fait. Donc, tout ça, je mets une demi-heure pour ça. Si jamais je me retrouve dans la situation où j'ai des petits génies, où tout le monde sait tout faire, bah bravo, j'ai une demi-heure de plus. Vous savez très bien qu'en dans l'information, c'est pas un peu de temps en plus qui va être un problème. D'habitude, c'est le manque de temps qui pose un problème. Et de toute façon, donc, je prévois une marge de temps un peu plus large pour chaque activité. Autrement dit, on part en groupe de partage. Je sais que je dois vous envoyer un document. Je ne pars pas de l'idée, j'ai besoin pour l'activité de 10 minutes, donc je prévois 10 minutes. Non, je prévois 15 minutes parce il est fort possible qu'on ait besoin de 5 minutes d'expliquer un tout petit peu comment les groupes de partage ça fonctionne, de m'assurer que tout le monde peut
télécharger le document, sinon de trouver un plan B. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je prévois du temps aussi pour tout ce qui est vraiment qui tient du distanciel, de comment on fonctionne en distanciel. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Oui. Ouais. J'aurais beaucoup aimé pouvoir suivre ce webinaire avant de devoir faire. Oui, mais Franchement. imagine-toi la deuxième expérience que tu vas avoir maintenant. Donc, maintenant que tu as vécu le pire, maintenant, ça va être que de bonheur. Alors, une autre différence, c'est que la possibilité de mouvement, il est assez réduite, parfois très réduite, ce qui fatigue. Le popotin sur la chaise fatigue aussi que travailler son jardin. Je viens de clôturer une formation, bon, c'est un programme de formation un peu plus long avec une centaine de personnes à former dans des petits groupes. Et il y a des vendeuses, des assistantes de magasins qui sont des vendeuses qui bougent tout le temps. Et dans le premier jour de formation, c'était, oh mon Dieu, je ne suis jamais été assise aussi longtemps depuis l'école. C'est pas naturel. Donc, c'est pas naturel et quand on n'est pas habitué, ça fatigue beaucoup. Et en plus, il y a les yeux dans l'écran qui fatiguent aussi beaucoup, beaucoup. Donc, voilà pourquoi. Il y aura un impact en fait sur la durée et les activités possibles. Donc, en termes de format, tant que vous avez le contrôle, tant que vous pouvez, tant que le contexte vous permet, le contexte ne nous permet pas toujours, c'est clair, mais quand vous pouvez faire des suggestions, partez plutôt sur des formats courts. Moi, ce que je fais d'habitude, c'est des formats de 2h30. C'est assez pour toucher voilà, quelque chose de consistant en termes de thème, mais en même temps, pas trop pour que ce soit fatigant. Ou sinon, demi-journée. Bien sûr, quand on n'a pas le choix, comme je vous disais, je viens juste de clôturer une formation de 2 jours. Donc, quand on n'a pas le choix, on fait avec. Mais le moment où on part sur des 2 jours, alors ce que j'ai fait est que j'ai séquencé de manière à ce que tous les 1 et demie, une pause de 10 minutes. Et dans cette pause de 10 minutes, je réitère chaque fois, quittez les écrans, quittez les téléphones, ce n'est pas important ce qui se passe sur Facebook maintenant, sortez. Sortez, regardez l'horizon, prenez de l'air, bougez, voilà, et pour que vous puissiez revenir ressourcer. Et voilà pourquoi il est nécessaire, comme je disais déjà, de repenser, de recréer les activités pour les impliquer au maximum. Parce que le digital permet de se cacher davantage. Voilà, donc il est nécessaire de créer des activités qui les impliquent. Ensuite, une autre différence, c'est qu'on ne peut pas se toucher. L'échange d'énergie, a priori, il n'est pas le même. Donc, ça va être à nous, l'animateur, de créer l'environnement où tout le monde a envie d'être vraiment là et de partager. Ça va être à nous de créer l'atmosphère de convivialité. Et alors, ici, quelques petites astuces. Déjà, on ne loupe pas les brise-glaces. Pourquoi? Parce que ça aide vraiment à cette atmosphère de convivialité. Donc, même quand on a très, très peu de temps, on choisit un brise-glace qui ne dure pas longtemps, mais les brise-glaces sont vraiment très, très nécessaires. Le sourire, l'ambiance, soyez pas radins avec vos sourires. Ça va être à vous, les animateurs, de créer cette atmosphère d'échange, cette atmosphère chaleureuse. Autoriser tant que possible les micros ouverts. Quand je dis tant que possible, pour moi, tant qu'on n'est pas plus de 12-15 et pendant que tout le monde a compris l'idée de on se met dans un endroit tranquille et on met des écouteurs, ça peut passer avec les micros ouverts. À quoi ça sert? Ça fait qu'on est dans des échanges spontanés. Réfléchissez un petit peu avec le micro ouvert. Combien de fois vous avez fait le geste d'activer le micro pour dire une petite blague? Jusqu'à ce qu'on trouve le micro, le moment est passé, donc on renonce tout simplement.
Et en fait, c'est ces petits échanges qui n'apportent pas quelque chose de concret à la formation, mais dans leur spontanéité vont contribuer à l'atmosphère de convivialité. Et c'est les micros ouverts qui vont nous aider. Pour les Oui. micros, si vraiment il est nécessaire qu'on ferme les micros pour une raison quelconque, j'ai découvert quand même une astuce très intéressante sur Zoom, c'est le fait de faire un appui prolongé sur la barre d'espace qui réactive le micro aussi longtemps qu'on garde le doigt sur la barre. Et quand on relâche, ça coupe. Et ça permet d'être très spontané par contre, parce qu'il n'y a pas besoin de prendre la souris pour aller chercher le micro. Bien sûr, et il y a plein aussi de raccourcis pour couper les micros de tout le monde et rallumer les micros de tout le monde. Il y a plein de choses qu'on peut faire, bien sûr. Et quand je dis les micros ouverts, ça ne veut pas dire que de temps en temps, on ne veut pas activer le muscle de l'animateur et qu'on coupe un micro quand c'est besoin et on annonce la personne. Écoutez, je vous ai coupé le micro parce que. Donc, une ne change pas l'autre, mais voilà, tant que possible, laisser le micro activé. Et un autre aspect, donc, en ce qui constitue cette idée de on ne se touche pas, l'échange d'énergie n'est pas le même. Comme vous pouvez vous imaginer, les personnes qui utilisent beaucoup le canal kinesthésique, c'est celles qui souffrent le plus. Voilà. Et alors, voilà pourquoi il est nécessaire de faire un effort supplémentaire pour amener des activités qui vont impliquer aussi le canal kinesthésique. Parce que sinon, le visuel, il est bien servi d'habitude. Voilà, l'auditif, en général, lui aussi. Là, il y a aussi des trucs et des astuces à apprendre, mais voilà, c'est moins grave. Mais pour le kinesthésique, là, il faut vraiment faire un effort conscient. Et c'est ce genre de choses qu'on va toucher dans la formation dont je vous ai parlé. OK, alors, une autre différence, c'est, et là, ça touche beaucoup au changement de posture nécessaire. Le fait que le temps des réactions des participants est plus long par rapport à ce qu'on est habitué en présentiel. Pourquoi? C'est très simple. Le son, il n'est pas instantané. Le moment où je parle, le moment où vous m'entendez, va avoir un tout petit peu de décalage. Le plus il y a des problèmes de connexion de mon côté, de votre côté, le plus ce décalage va être long. Ensuite, bien sûr, vous allez avoir besoin d'un peu de temps pour processer ce que je viens de demander de vous, d'un peu de temps pour formuler une réponse. Et si jamais vous êtes avec le micro coupé, de faire la gymnastique, chercher le micro, l'activer. Donc voilà, je viens de rajouter 4 segments de temps du moment où je parle et le moment où vous allez pouvoir me répondre. Donc, voilà pourquoi, en termes de changement de posture, ça va être vraiment nécessaire d'apprendre à accepter le silence, accepter le blanc. Donc, quand on pose une question, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on sourit et on attend. Et en attendant, on compte grosso modo jusqu'à 7. Le temps nécessaire pour les 4 segments de temps. Et de cette manière, on évite de sentir la pression de personne ne veut parler avec moi, qu'est-ce que je veux faire? On évite aussi de leur sauter dessus tout de suite, dites-moi pourquoi vous me répondez pas. Donc, accepter tout simplement que le temps de réaction, c'est normal que ce soit un peu plus long. Voilà. Ensuite, une autre différence, ça va être, comme je disais, le fait que les participants peuvent se cacher davantage. Par contre, par ça, on accepte que ce n'est pas le distanciel qui les fait se cacher. C'est le distanciel juste leur permet la possibilité de se cacher si nous, l'animateur, on leur donne l'envie de se cacher. Voilà, donc si on accepte cette responsabilité, dans ce cas-là, ce qu'on fait, comme je disais, on les incite à activer les caméras et je réitère ce que j'ai déjà dit, on le met dans les prérequis, on le met dans le mail qu'on envoie en amont, on le demande en début de session, on le redemande pendant la session. Donc voilà, plein de gestes qu'on peut faire pour s'assurer qu'on aura des caméras et pas des petites vignettes noires. On va discuter ensemble le programme, écoutez ce que je vous propose, voici le temps de pause et tout ça, est-ce que ça vous va? Et si eux, ils demandent un peu plus de temps, alors on fait avec parce que ça signifie qu'effectivement, ils ont besoin d'un peu plus de temps. Et voilà.
On fait, comme je disais, des efforts pour les impliquer au maximum. Et le moment où ils sont impliqués, bah, ça va être un peu difficile qu'ils fassent des choses à côté. Ça c'est clair. Dites-moi, dans quelle mesure tout ça, ça vous parle? Êtes-vous d'accord avec tout ça? Complètement d'accord. 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 Et croyez-vous que ça peut vous aider? Oui, bien Oui, sûr. ça nous aide beaucoup. Quand vous avez parlé du canal kinesthésique, j'ai eu une stagiaire qui était une grande kinesthésique et elle en était devenue pénible avec l'ensemble du groupe de par sa souffrance. Elle passait son temps à se plaindre, quoi. Et on n'y pouvait rien et presque on culpabilisait alors que malheureusement on était dans un format qu'on n'avait pas choisi. Mais elle était presque en souffrance physique. La réalité que des personnes que je perçois comme utilisant le plus le canal kinesthésique, quand à la fin on me dit bah, j'ai pas senti la différence par rapport au présentiel, là je me dis ah oui, j'ai fait quelque chose de bien. Ah oui, C'est oui, bon. oui, oui. Ok. Dites-moi s'il vous plaît s'il y a d'autres questions, d'autres choses que vous voudriez qu'on en discute. Est-ce que vous avez un petit conseil à donner en matière, parce que j'ai été confronté à ça, quand il y a dans un cours classique en présentiel des tensions entre les stagiaires, c'est déjà pas simple à gérer, mais on y parvient quand même relativement facilement, ne serait-ce que parce qu'on peut s'interposer physiquement entre deux personnes qui s'échauffent. Mais là, en distanciel, j'ai eu des démarrages de partir en cacahuète, des stagiaires qui ont commencé à se pourrir entre eux, littéralement, et à distance, c'est très, très, très dur à freiner, hein. Sur des formations longues hein, qui duraient plusieurs mois, des stagiaires qui, en ne s'étant jamais rencontrés physiquement, n'arrivaient plus à se supporter. Alors, ouais, Ouh, nice. Mais et le pire, j'espère que c'était au moins un sujet super important si ça a ah non, mais géré. même pas, parce que c'était sur des formations de formateurs et c'était des Ok. égos, en fait, des égos hypertrophiés qui prenaient le melon pour des conneries parce qu'ils voulaient absolument avoir raison sur des sujets où ils n'avaient pas forcément raison. Et moi-même, en tant que formateur, je leur disais, mais je n'ai pas toujours raison. Puis alors, je ne suis pas non plus toujours d'accord. C'est pas grave. Euh, euh, et c'est très dur à gérer ça, le conflit à distance. Gérer du conflit en présentiel, c'est déjà pas simple, mais alors à Mhm. distance, waouh! Bah, en fait, je crois que là, ça dépend beaucoup du style de chacun déjà. Dans mon style d'animé, je n'ai jamais été d'accord à faire l'autruche. Ça veut dire à faire semblant qu'il n'y a rien de grave qui se passe et à laisser tout simplement les choses se régler elles-mêmes. Et alors, dans ce cas-là, moi, ce que je fais est que j'arrête tout simplement tout partage d'écran. Je pars de l'idée que voilà, je vais perdre une quinzaine de minutes, c'est ça, mais je fais ça pour gagner le reste de la formation, en fait. Et voilà, on fait une petite table ronde virtuelle. OK, déjà, on pose le cadre. Écoutez, on est là pour trouver tous un peu des trucs, des astuces pour apprendre. Donc, on est bien d'accord que ça, c'est l'objectif. Et alors, dans ce cadre-là, j'ai besoin que vous puissiez communiquer de manière assertive. Est-ce que vous pouvez me dire, on part avec X, qu'est-ce qui te gêne? Ensuite, l'autre personne, qu'est-ce qui te gêne? Qu'est-ce que vous voulez, vous voyez comme solution concrètement? Et on peut impliquer aussi les autres. Vous, quel est votre ressenti? Voilà. Mais on assume le fait que oui, effectivement, on perd un petit peu de temps. Mais si on ne... En fait, moi, je ne le vois pas comme une perte de temps, mais plutôt comme une dépense. Je dépense 15 minutes pour pouvoir dérouler le reste de la formation. Le jour où ça m'est arrivé, j'ai eu besoin d'une après-midi pour calmer le groupe. Ce que j'ai fait, c'est qu'ils ont commencé se harponner entre eux. Donc déjà, j'ai coupé tous les micros, et littéralement, ils m'ont fait péter les plombs, hein. Je les ai envoyés en OK. pause. Et je leur ai dit que je voulais qu'ils soient calmés quand je revenais. C'est ce qui s'est passé. Et l'après-midi, je n'ai pas fait l'activité de formation prévue. J'ai prévu un temps d'échange où chacun pouvait montrer, parler, raconter quelque chose qui lui plaisait.
Et pour qu'on sorte du cadre de la formation, donc alors j'avais une stagiaire qui était une joueuse de football amatrice. Elle nous a montré une vidéo où elle marque un but. Il y avait une autre personne qui nous a fait écouter un clip qu'elle aimait bien, etc. Pour que ils recommencent à faire attention à eux et qui se voient autrement que comme des apprenants, mais comme des êtres humains. Mais ça m'a consommé une après-midi. Ah bah oui, c'est pour ça que je disais, je préfère consommer une quinzaine de minutes ou une trentaine de minutes que d'espérer que ça va se calmer de soi. Ah ben moi, j'espérais rien avec eux. Hein. Ah oui. Non, mais j'ai eu des groupes à suivre pendant plusieurs mois hein, et on était plusieurs formateurs et on a tous eu des difficultés avec eux. Et c'était d'autant plus décevant qu'ils étaient en formation de formateurs et ils étaient censés être capables par la suite de devoir mettre leur orgueil dans leur poche parce que… Alors, Marc, je te propose qu'on en continue une autre fois parce que là, on est en train de déborder. Mais oui, on peut continuer sur ce sujet. Ok. Alors, avant qu'on se quitte, j'aimerais savoir comment cette expérience a été pour vous et de cette manière, de nouveau, faire d'une pierre deux coups, introduire un nouveau outil. Et je vais faire un partage d'écran tout de suite. Donc, cet outil s'appelle Mentimeter. Donc, je vous prie de prendre votre téléphone. Je sais que vous l'avez à la portée de main, pas besoin de le cacher. Ouvrez un navigateur, ce que vous utilisez d'habitude, ça peut être Google Chrome, Mozilla, Firefox, peu importe. Et vous tapez ce qui est écrit en haut de mon écran, www.menti.com. Voilà. Et on va vous amener dans une petite fenêtre où on vous demande de mettre un code. Le code, c'est celui qui est en haut de mon écran. 32 73 94 44. Donc, 32 73 94, excusez-moi, et 84. Et je vous prie de me dire avec quoi repartez-vous de cette session et autrement dit, qu'est-ce que vous vous proposez de mettre en œuvre pour vos animations. Est-ce que vous avez réussi à vous connecter? Bah, oui, voilà. Tout à fait. Pour voir, je suis restée un peu en partage d'écran. Vous voyez la beauté de l'outil. On peut à la fois, en tant que stagiaire, intervenir depuis son téléphone et garder la communication sur Zoom avec l'animateur. Donc, on voit tout le monde et on voit aussi les réponses de tout le monde. Voilà, et moi, en tant qu'animateur, vous voyez en bas à droite, on me montre toujours le nombre de personnes qui ont répondu. Donc, de cette manière, je sais si je laisse encore un peu la session ouverte ou si on s'arrête. Et pour que ce soit clair, j'accepte aussi les réponses de type je repars avec rien, j'ai pas aimé, c'est complètement dans votre droit. Vous avez le droit de sourire pendant que vous écrivez. Je voudrais savoir, en dehors de Zoom version payante, est-ce qu'il y a des outils qui offrent, si ce n'est tout à fait les mêmes fonctionnalités, enfin quand même quelque chose d'un petit peu, voilà, qui puisse quand même faire du partage ou des choses comme ça? En fait, ça dépend beaucoup de ce qu'on veut faire.
pour d'autres outils qui fassent les groupes de partage, ce que je trouve essentiel dans les formations, alors on a Teams. C'est juste qu'avec Teams, c'est un peu plus dur parce que Teams, c'est créé pour le travail collaboratif en entreprise. Donc, quand on est un formateur externe, il y a un petit challenge. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas aussi simple qu'avec Zoom. Ce n'est pas intuitif. Ce n'est pas nécessairement intuitif, mais c'est plus que ça. On a besoin de plein de permissions. On doit être intégré dans leur équipe. Ce n'est pas de l'extérieur qu'on peut créer avec beaucoup d'aisance les groupes de partage. Pour d'autres outils qui font des groupes de partage, j'en connais pas. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais j'en connais pas. Par contre, si on n'a pas besoin de faire des groupes de partage, alors tous les autres, donc GoToMeeting, Google Classroom, même Skype qui est vieux, voilà. Mais pour des entretiens à deux, tout simplement pour un coaching individuel, on n'a pas besoin des fonctionnalités Zoom nécessairement. Donc, ça dépend beaucoup de vos prestations. Par contre, si vous êtes sur des animations, formations avec des groupes de 5 à 20 ou même plus, je trouve que Zoom, c'est mieux. J'ajouterais que ce n'est pas forcément une bonne stratégie de devoir utiliser que des choses gratuites. Ça me paraît tout à fait normal dans son offre de prix d'intégrer le fait qu'on va avoir à utiliser des outils payants. C'est comme un maçon qui fait payer l'utilisation de son échafaudage pour ne pas se tuer avec une échelle. C'est exactement pareil. Oui, en fait, merci Marc de l'avoir dit pour que je ne sois pas toujours moi qui le dis. Si on part de l'idée que le distanciel ne coûte pas, c'est un mythe. Le distanciel bien fait, ça coûte. Et ça, je ne vous ai pas parlé du matériel nécessaire, mais croyez-moi, j'ai investi dans les 7 000 €. Voilà, pour un bon ordinateur, de la bonne lumière, écran supplémentaire, support, tablette graphique, tous les logiciels que j'utilise pour avoir vraiment le choix entre 3 à 5 outils à la fois pour avoir un plan B. Donc voilà, le distanciel bien fait, c'est pas, ça coûte. En même temps, on peut démarrer avec ce qu'on a et ensuite on rajoute bien sûr au fur et à mesure. Pour quelqu'un qui veut faire du distanciel de manière fréquente et prolongée, le premier outil qu'il faut avoir, c'est un excellent fauteuil. Oui, un excellent fauteuil ou sinon un bureau pour lequel on peut régler l'auteur et de cette manière, on peut être debout. Ok, alors, de tout ça, comme je disais, on peut en parler dans la formation. Merci déjà beaucoup pour tous vos retours. Est-ce que ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur la formation? Je vois Anya. Moi, personnellement pas, mais je connais une personne qui serait peut-être intéressée, effectivement. Donc, si vous pouvez m'envoyer un lien, je le ferai suivre. En fait, vous allez le recevoir dans le mail d'après avec la présentation que j'ai utilisée aussi. Donc là, en bref, comme je vous disais, la formation, elle démarre le 10 octobre. Le coût, c'est de 750 €. Ce que vous recevrez effectivement dans ce prix, alors c'est la prise en main des outils, des techniques d'animation, des échanges de bonnes pratiques et surtout du temps. Donc des dizaines d'heures que j'ai utilisé pour découvrir tout ça et pour les mettre dans un package de 28 heures. C'est éligible pour les OPCO et on a trouvé aussi une solution un peu créative pour que ce soit éligible pour les CPF. Donc, si jamais vous en avez encore de l'argent dans votre tirelire CPF, faites-moi un petit signe et on va en parler un peu plus. Y a-t-il des questions concrètes? On a eu une éventuellement. C'est trop tôt, je ne suis pas prête pour faire ce travail-là. Par contre, oui, je voudrais le faire, mais pas au mois d'octobre, peut-être dans 6 mois ou quelque chose comme ça. Donc, si vous pouvez me coordonner pour, pas maintenant, mais pour plus tard, avec plaisir. Avec grand plaisir. Normalement, on déploie cette formation tous les 2 mois.
Donc, si vous pouvez me faire un petit signe un peu en amont pour qu'on soit sûr qu'on est sur le bon mois, avec plaisir. Super. Ok, bah alors, merci. Cécile, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Bah, moi, c'est pareil. Enfin, voilà, ça m'intéresse parce que possiblement, peut-être qu'un jour, enfin, voilà, on va me demander de le faire, mais c'est pas, pour l'instant, c'est pas prévu, quoi. C'est pas urgent. Ok. Voilà. Merci. Bon, déjà, merci beaucoup pour votre présence et pour votre contribution. Je vous enverrai, comme je disais, la présentation que j'ai utilisée par mail là. Et si je peux vous aider avec quoi que ce soit, même dans un manque d'échange transactionnel, ça va être vraiment avec plaisir. Donc, n'hésitez pas de venir vers moi. Bonne soirée et j'espère à bientôt. Bonne soirée. Merci. Bonne Au soirée à revoir. tout le monde. Au Au revoir. revoir.